Un coup d'État, on imagine souvent ça avec des armées et des grandes batailles. Mais ici non, tout se passe dans les couloirs feutrés d'un château. Une prise de pouvoir éclair, si rapide et si brutale, que l'héritière légitime, elle n'est même pas au courant que son destin vient de basculer. C'est cette histoire-là qu'on va décortiquer ensemble. Alors, comment on fait ça? Comment on s'empare d'un royaume entier en une seule nuit? La réponse, ce n'est pas une guerre ouverte, non. C'est une conspiration, une opération chirurgicale où les mots d'ordre sont vitesse, secret et zéro pitié. Tout va se jouer en l'espace de quelques heures à peine. Et tout commence, comme souvent, par un seul événement. Le premier domino qui tombe, mais qui tombe dans le secret le plus total. Loin des yeux du monde, un roi vient de mourir. Voilà, le roi Viserys est mort. La nouvelle tombe en pleine nuit. Mais attention, pas de cloche qui sonne, pas d'annonce officielle, non. Le secret est gardé par 2 personnes seulement, la reine Alicent Hightower et son père Otto. Et pour eux, ce n'est pas vraiment un deuil qui commence, c'est une opportunité en or. Et ils ne perdent pas une seule minute. Otto convoque immédiatement ce qu'on appellera plus tard le Conseil vert. Mais soyons clairs, ce n'est pas une réunion de conseil classique. C'est tellement préparé que même la reine Alicent a l'air surprise de voir à quel point son père avait déjà tout prévu. On n'est pas là pour débattre, on est là pour appuyer sur le bouton et lancer le plan. Et là, ça dérape, immédiatement. Lors des essaims, le seul à oser s'opposer crie à la haute trahison. Sa récompense, Sir Criston Cole lui fracasse le crâne sur la table. Voilà, le premier mort. Et le sang est versé non pas sur un champ de bataille, mais bien sur la table du pouvoir. La seule autre personne qui proteste, Sir Harold, le Lord Commandant, jette son manteau blanc et s'en va. Le message est on ne peut plus clair. Soit vous êtes avec nous, soit vous vous taisez, ou vous mourrez. Bon, le plan a l'air de bien se dérouler, sauf pour un tout petit détail, un détail assez ironique quand on y pense. Les comploteurs ont leur coup d'État, ils ont éliminé l'opposition, mais il leur manque le principal intéressé. Le futur roi a disparu. Le prince Aegon s'est tout simplement volatilisé quelque part dans la capitale. Une course contre la montre s'engage pour le retrouver. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'ennemi, à ce moment précis, il n'est pas de l'autre côté. Non, la division, elle est en train de naître au cœur même du camp des Verts. On voit très bien la fracture qui s'opère. D'un côté, on a Otto, le politicien pur et dur. Il veut retrouver Aegon pour en faire sa marionnette, son pion. De l'autre côté, on a Alicent, la mère. Elle veut retrouver son fils pour le persuader, pour le raisonner. Ce n'est pas juste une recherche, c'est déjà un premier affrontement entre 2 visions du pouvoir. Et cette recherche va les plonger dans ce que Port-Réal a de plus sordide. Et en même temps, ça nous donne un aperçu de la vie d'Aegon. On découvre des arènes de combat d'enfants, un de ses propres bâtards abandonnés. C'est glauque. Et au milieu de tout ça, une ombre plane. Une chef des espions que tout le monde connaît sous un seul nom, le Ver Blanc. Ok, alors pendant que tout le monde court après Aegon, il y a une autre partie du plan qui se met en place et elle est tout aussi vitale. Il faut absolument boucler la ville, verrouiller le donjon rouge. Personne ne doit savoir que le roi est mort. Et là, c'est Otto qui est à la manœuvre, avec une méthode glaciale. Étape 1, on fait taire tout le monde, tous les serviteurs, tout le personnel du palais, hop, direction les cachots. Étape 2, le grand test de loyauté. Tous les seigneurs présents à la cour doivent plier le genou devant Aegon, et donc trahir leur serment envers Rhaenyra. Et pour ceux qui refusent, c'est la prison. Ou pire. Alicent, elle, joue une autre carte. Plus subtile, pense-t-elle. Au lieu de la force brute, elle essaie la persuasion. Sa cible, la princesse Rhaenys, qui se retrouve piégée au donjon rouge. Alicent tente de la convaincre de la rejoindre, en jouant la carte de la solidarité féminine, de mère à mère. Sauf que Rhaenys, celle qu'on surnomme la reine qui ne le fut jamais, elle en a vu d'autres. Elle n'est pas dupe une seule seconde. Sa réponse est cinglante. Vous cherchez à voler un trône qui ne vous appartient pas. Bam, c'est clair, net et précis. La tentative de persuasion d'Alicent est un échec total. Finalement, la chasse à l'homme se termine. C'est Otto qui trouve la planque d'Aegon grâce à un marché avec le Ver Blanc. Mais au moment de le récupérer, l'autre équipe, celle d'Alicent, débarque. S'ensuit une confrontation tendue, non entre ennemis, mais bien entre les comploteurs eux-mêmes. Et c'est la force brute de Criston Cole et Aemond qui a le dernier mot. Résultat, Aegon est ramené à sa mère. Pas à son grand-père. Premier point pour Alicent. La pièce maîtresse du puzzle est enfin là. Ils ont leur roi. Bon, il n'a pas l'air très enthousiaste, mais il est là. Les Verts peuvent donc passer à l'acte final, le grand spectacle, le couronnement. Et nous voilà au grand moment, le couronnement. Pour les Verts, la partie est gagnée. Ils ont le prince, la ville est sous contrôle, tout est parfait.
sauf qu'ils ont oublié un tout petit détail. Un détail qui a des écailles, des ailes et qui crache du feu. Imaginez la scène. Des milliers de gens du peuple sont parqués de force dans Fausse Dragon. L'immense arène des dragons. Personne ne sait ce qui se passe. Ils sont là, sans comprendre, et ils vont assister, sans le savoir, à un moment qui va plonger le royaume dans la guerre. Et puis, l'annonce tombe. Otto proclame Aegon Targaryen, deuxième du nom, roi des Andals et des premiers hommes. On lui pose la couronne d'Aegon le Conquérant sur la tête. On lui donne son épée légendaire, Feu Noir. La foule hésite, puis les acclamations commencent à monter. Ça y est, le coup d'État est une réussite. Victoire totale pour les Verts. Et c'est à ce moment précis. Une explosion. Le sol de l'arène vole en éclats. Et des décombres surgit un dragon, Mélèze, avec sur son dos la princesse Rhaenys, en armure de guerre. En un instant, la situation est complètement retournée. Toute la faction des Verts, le nouveau roi, sa mère, son grand-père, tous sont là, pétrifiés, complètement à sa merci. Elle pourrait tout arrêter là, maintenant. Un seul mot, Dracarys, et la guerre est finie avant d'avoir commencé. Tous les usurpateurs réduits en cendres. Mais elle ne le fait pas. Elle les fixe, son dragon pousse un rugissement à glacer le sang qui fait trembler toute la ville, et elle s'envole. Le message est passé. Ce n'est pas à elle de verser le premier sang, mais l'avertissement est là. Alors, oui, une couronne a été posée sur une tête, mais un dragon vient d'être libéré. La nouvelle du coup d'État va maintenant arriver à l'héritière légitime, Rhaenyra, et elle arrivera à dos de dragon. La question n'est donc plus de savoir si il y aura une guerre. La seule question qui reste, c'est quand le feu et le sang commenceront à pleuvoir, qui restera debout ?